Marc-Antoine va d'abord nous parler du nouveau partage de risques et gouvernance des régimes de retraite. Dans un contexte changeant, comme on le connaît, où la gouvernance de nos régimes de retraite est d'un plus grand rôle que nous avons à jouer dans le partage des risques, quelle place prend-on et quelle place doit-on prendre? Notamment, cette question-là, Marc-Antoine prendra le temps d'y répondre. Marc-Antoine, pour les gens qui ne le connaissent pas, vous êtes probablement rares, mais quand même, Marc-Antoine a 18 ans d'expérience dans les régimes de retraite. Il consacre aujourd'hui l'essentiel de son temps à la négociation aux côtés des syndicats du secteur public et du secteur privé. Il a conseillé activement la FTQ lors de l'élaboration des grands principes du projet de loi 57 dans le secteur privé et du projet de loi 75 dans le secteur universitaire. Ce que je vous propose de faire, c'est de donner d'abord la parole à Marc-Antoine. On donnera par la suite la parole à Jessica et on se gardera les interventions pour la fin sur l'une ou l'autre des présentations et destinées à l'un ou à l'une de nos invités. Marc-Antoine, je te cède la parole. Donc, présentation aujourd'hui sur la gouvernance. Au cours des dernières années, il y a eu des restructurations au niveau des régimes de retraite, des grosses négociations qui ont eu lieu. Il y a eu des négociations sur la gouvernance. Beaucoup de gens dans le secteur municipal ont maintenant des comités paritaires. Okay? Donc, on est vraiment rendu plus loin dans le processus. Donc, ma présentation, finalement, c'est de vous dire, une fois qu'on est là, okay, puis qu'on a la gouvernance entre nos mains, bon, c'est quoi notre présence, c'est quoi notre rôle, et puis comment qu'on se prépare et comment qu'on agit sur des comités de retraite. Parce que c'est nouveau pour beaucoup de gens, puis je suis certain que ça touche des gens dans la salle. Bon, d'abord, situons la loi. La loi, ce qu'elle prévoit, c'est au minimum un membre désigné par les participants actifs et un membre désigné par les participants inactifs au comité de retraite avec droit de vote. C'est tout. OK? Et évidemment, il n'y a pas de limite au nombre de membres représentant l'employeur. OK? Donc, c'est dans ce contexte-là, on a une petite poignée légale qui est celle-là, mais ce n'est pas grand-chose. OK? La loi prévoit aussi qu'on peut également désigner un membre sans droit de vote. Okay? Chaque groupe peut désigner un membre sans droit de vote, les actifs, les inactifs. Dans le secteur municipal, il y a une petite nuance là, qui a été prévue par la loi 15, c'est que chaque groupe, les actifs et les inactifs, peuvent élire 2 membres non votants. Okay? Évidemment, les membres non votants ont définitivement moins de pouvoir que les membres votants. Donc, si vous voulez une plus grande représentation que celle de la loi, il faut la négocier. Okay? Ça n'arrive pas comme ça, là, ça ne tombe pas des arbres. Okay? C'est toujours bon d'avoir plus de monde au comité de retraite qui représente les participants. Même si on n'est pas paritaire, c'est toujours mieux avec plus de gens qui représentent les participants. Évidemment, quand que vous partagez le risque de hausse de coûts avec l'employeur à part égale, 50-50 sur le risque, ça exige, me semble, 50-50 sur la gouvernance. Okay? C'est bien logique. Et dans le secteur municipal, comment ça marche? C'est qu'il y a 2 volets. Il y a un volet passé puis un nouveau volet. Dans le volet passé, c'est pas mal la ville là, qui reste responsable des déficits. Et dans le nouveau volet, c'est partagé 50-50. Donc, la parité qu'on parle, la parité parfaite, là, okay, on l'a plus vu du côté du nouveau volet que de l'ancien volet, pour la raison que je viens de vous dire, parce que c'est là que le risque est vraiment partagé. Bon, c'est quoi la parité? La parité, c'est d'abord une question de nombre de membres. Donc, c'est autant de membres qui représentent les participants que l'employeur. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais là, il y a une réflexion sur cette parité-là, parce que les membres qui représentent les participants, il y a des membres qui représentent les participants actifs, mais il y a des membres qui représentent les participants inactifs. Ça, c'est souvent les retraités. Et le membre désigné par les participants retraités, il n'est pas toujours d'accord avec le point de vue des participants actifs. Okay? C'est sûr que tout ce beau monde-là est là pour l'intérêt global des participants du régime, mais on se rend compte, peut-être certains ont vécu ça, que dans la pratique, les intérêts des actifs et des retraités ne sont pas toujours pareils. Alors ça, c'est un enjeu qu'on a comme groupe des participants.
L'autre enjeu qu'on a, c'est le fameux indépendant. Fait que mettons que tu as une parité, là, 3 membres représentant les participants, 3 membres représentant l'employeur. Tu as toujours un indépendant, hein, c'est requis par la loi, qui est là. Puis souvent, qui a le rôle difficile de trancher. OK? Alors là, évidemment, ce membre indépendant-là, il est-tu vraiment indépendant? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Comment il est nommé, cette personne-là? Évidemment, s'il est nommé par l'employeur, il faudrait participer autant que possible à sa nomination. Donc, nominer un membre indépendant de façon conjointe à partir d'une liste de candidats. L'autre mesure qui a été prise dans différents comités, c'est de dire, OK, la loi dit que ça prend au moins un indépendant, mais elle n'interdit pas de n'avoir 2, par exemple. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il va y avoir un membre indépendant nommé par les syndicats, un membre indépendant nommé par l'employeur. Ça, c'est une autre façon d'assurer la parité. Il y a des gens qui ont dit, écoute, cette majorité-là, à cause de l'indépendant, à cause des fois du retraité qui peut être un peu un électron libre par rapport aux décisions des actifs, on va mettre une parité plus solide qu'on appelle souvent la double majorité. Donc, le principe de la double majorité, c'est de dire, pour qu'une décision soit acceptée, il faut que le groupe des participants l'ait acceptée. Puis ce groupe-là est souvent majoritairement composé de participants actifs. Et le groupe des gens représentant l'employeur l'ait accepté. Donc, il y a 2 majorités qui sont requises. Donc, évidemment, ça nous donne une parité plus solide. Il y a eu des enjeux légaux là-dedans parce que certains ont dit qu'en faisant un modèle comme ça, on brimait le droit de vote des membres parce que ce n'était pas un principe de simple majorité. À la limite, le vote de l'indépendant est absolument inutile parce que si un des groupes est contre, son vote est comme étouffé. Je vous fais grâce de toute la jurisprudence là-dedans. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui ont mis ce système-là en place et ça va très bien et c'est une majorité, un principe de parité qui est beaucoup plus solide. Je suis passé, OK. Maintenant, on parle de quelque chose qui est extrêmement important dans un comité de retraite, c'est l'accès à l'information. Il y a énormément d'informations, de documentation qui vont circuler dans un comité de retraite, OK? Et cet accès à l'information-là, il est très important. Idéalement, certains membres, OK, du comité de retraite qui sont désignés par les participants devraient occuper des postes d'officiers. Okay? Donc, c'est quoi les officiers dans un comité de retraite? C'est le président, le vice-président, le secrétaire. Okay? Ça, c'est des gens qui ont souvent plus d'informations que les autres et surtout, ils l'ont plus rapidement. Donc, si, comme participant, vous êtes au comité, c'est un premier pas. Si vous pouvez maintenant aller chercher des postes d'officiers, ça, c'est encore un pas en avant. Okay? Ce qu'on voit dans ces différents comités, c'est que les postes d'officiers sont occupés en alternance. On voit souvent, mettons, pendant 1 an, le président va être un représentant de l'employeur, le VP va être un représentant des participants, puis on change l'année prochaine. Ça, on voit ça. On a vu des modèles aussi de coprésidence. Okay? L'idée, là, c'est peu importe votre modèle, peu importe vos couleurs, que vous soyez au comité, que ça soit paritaire, que vous occupiez des postes d'officiers, c'est toutes des bonnes idées pour mieux assurer votre gouvernance. Un point important sur le rôle d'un officier, c'est que ça demande du temps. Ça, moi, c'est souvent la réaction que j'ai des gens quand on en discute après coup, 1 an, 2 ans plus tard, tabarnouche, c'est de l'ouvrage. Oui, c'est de l'ouvrage. Fait que c'est important que vous ayez en négociation, quand on négocie la gouvernance, il ne faut pas oublier de négocier les libérations appropriées, surtout si vous avez des postes d'officiers. Autre chose, c'est avant d'accepter un rôle sur un comité de retraite, il faut que vous vous assuriez que l'assurance responsabilité, elle est adéquate. Oui, vous allez prendre des décisions financières extrêmement importantes, vous avez un rôle fiduciaire, vous devez être protégé. Et le risque, vous le prenez à titre personnel. Vous n'êtes pas backé par un syndicat ou... Non, vous êtes là personnellement. Puis s'il y a une poursuite, puis poursuivre les gens du comité, il faut s'assurer d'avoir la bonne assurance. OK? Donc, évidemment, la taille de la caisse va être importante là-dedans. Si vous avez une caisse de 5 millions, on ne s'assure pas pour 10. Okay? Mais à un moment donné, comme je dis souvent, il y a des limites. Là, parce qu'il y a des caisses de 100, 200, 500 millions. Ce n'est pas vrai que quand tu as une caisse de 500 millions, tu es assuré pour 500 millions. Il faut comprendre d'abord que s'il y a une poursuite, ça ne sera sûrement pas pour toute la grosseur de la caisse. Là. Mais à un moment donné, là-dedans, tu te dis, écoute, là, on y va avec ce qui est raisonnable, parce qu'il y a une prime à payer, là, l'assurance responsabilité.
Et puis, bon, je vous dirais toujours que le plus haut est la limite, le mieux c'est, mais à un moment donné, je pense que quand on a une hauteur raisonnable, je ne peux pas vraiment vous la quantifier. Ça dépend aussi de jusqu'où chacun veut aller. Bien, évidemment, on peut arrêter l'assurance. Il y a des modèles, puis ça, c'est sûr que c'est la Cadillac, là, mais ce n'est pas tous les employeurs qui offrent ça. C'est que quand tu as un plafond à l'assurance responsabilité, l'employeur offre une indemnité à partir de ses coffres au-dessus de l'assurance responsabilité. Donc là, tu es full-proof béton. Okay? Ça, c'est un modèle qui est dans certains régimes de retraite, tant mieux pour ces gens-là. Puis assurez-vous aussi qu'elle vous vise, là, parce que quand on dit l'employeur protège, il protège qui sur la caisse? Est-ce qu'il protège juste ses représentants à lui ou tous les représentants du comité? Mais c'est sûr que si vous avez quelque chose comme ça, bien là, c'est sûr, ça, c'est l'idéal. Bon, quand vous arrivez sur un comité de retraite, il faut que vous compreniez votre rôle, votre patinoire, okay, où vous jouez. Vous ne pouvez pas convenir des dispositions du régime. Okay? Les dispositions du régime, ça, c'est les parties négociantes qui décident de ça. Okay? La rente, l'âge de la retraite, comment ça fonctionne le régime. Comme membre du comité, vous n'êtes pas là pour intervenir là-dessus. Par contre, la loi même prévoit que vous devez faire des recommandations, parce que vous êtes dans l'administration du régime, donc vous pouvez proposer aux partis des changements aux dispositions, mais vous ne décidez pas. Okay? Vous ne faites que les appliquer. Donc, administrer le régime comme il est écrit. Ensuite, ma collègue Jessica va en parler tantôt, vous ne pouvez pas décider comme membre du comité des modalités liées au financement du régime. Donc, comment ça va marcher le financement, ça, c'est déterminé par les parties négociantes. Okay? Mais encore une fois, vous pouvez faire des recommandations. Jessica va expliquer aussi le fait que dans certaines politiques de financement faites par les parties négociantes, parce que les modalités de financement, ça, ce n'est pas dans le texte du régime, c'est dans la politique de financement qui est le sujet de la prochaine conférence, bien, des fois, on laisse au comité une certaine latitude. Puis vous allez pouvoir agir comme membre de comité à l'intérieur de cette latitude-là. Okay? Bon, fait que là, si tu regardes ça, puis tu te dis, bien, écoute, finalement, je ne décide pas de grand-chose, je ne décide pas du texte, je ne décide pas du financement, je décide de quoi? Bien, il y a deux documents importants. Évidemment, le règlement intérieur, qui ça, c'est la structure du comité, comment le comité marche. Ça, c'est normal que le comité décide comment il marche, là. Mais ça, c'est un document qui, je dirais, pas d'une très, très grande importance. L'autre, la politique de placement, ça, c'est plus important. OK? Alors là, les décisions de placement, là, le comité est souverain. Donc, la politique de placement, ça appartient aux partis, pas aux partis négociantes, mais ça appartient au comité de retraite. Donc, évidemment, quand vous rentrez là, puis tellement de discussions autour de cette question-là, oui, vous représentez des participants ou vous êtes nommé par un syndicat, ou bon. Mais quand vous arrivez là, tout le monde, que ce soit du côté de l'employeur, du côté des participants, peu importe qui vous a nommé là, vous êtes tous des fiduciaires du régime et vous devez veiller à l'intérêt des participants et bénéficiaires du régime et de tous les participants actifs et retraités. Évidemment, on ne peut pas agir dans son intérêt personnel. On ne peut pas se servir de ce qu'on apprend au comité pour notre intérêt personnel contre l'intérêt collectif. Okay? Donc, évidemment, il y a toujours un registre pour les membres du comité que quand il y a un conflit d'intérêts entre tes intérêts personnels et les intérêts de la Caisse, il faut que tu fasses une divulgation. Bon, évidemment, c'est difficile de savoir c'est quoi le meilleur intérêt. Là. On vous dit le meilleur intérêt, c'est évident, c'est de faire du rendement, d'avoir des bonnes rentes, tout ça, et ça, c'est en théorie, là, mais en pratique, vous allez être mis souvent face à des décisions qui sont assez déchirantes, c'est quoi finalement l'intérêt des participants là-dedans. Bon, je vous parle de quelque chose qu'on a vu très régulièrement, c'est que le comité de retraite a le choix d'adopter une politique de placement plus conservatrice, mais qui va sécuriser davantage les prestations du régime, particulièrement dans le secteur privé, c'est très important. Mais en contrepartie, quand tu sécurises tes prestations, tu as souvent moins de chances de surplus, donc tu as moins de chances d'indexation ad hoc si les surplus appartiennent aux participants sous forme d'indexation. Fait que là, tu te dis, c'est quoi finalement l'intérêt des participants? Des prestations sécuritaires ou bien peut-être un peu moins sécuritaires, mais des chances d'indexation. Alors, c'est pas évident, puis deux comités pourraient donner deux réponses différentes, puis chacun dirait que moi, j'ai agi dans le meilleur intérêt des participants et des bénéficiaires.
Donc, quand vous arrivez à un comité de retraite, là, je suis vraiment dans le pratico-pratique. Bon, évidemment, aujourd'hui, à l'ère de l'électronique, il y a des sites sécurisés, bon, mais pour les autres, plus old school, puis je m'inclus là-dedans, je n'ai pas de problème à le dire, vous avez souvent un cartable qui contient tous les documents, OK, de gouvernance. Et évidemment, vous savez, vous connaissez les documents, vous pourrez vous référer à ce cartable-là, OK, pour avoir le détail de certaines affaires. Par contre, on ne peut pas toujours avoir le nez dans son cartable. Okay? C'est qu'à un moment donné, là, il faut, si tu veux participer activement aux discussions, des fois, ça va assez vite. Okay? Ça, c'est aussi un commentaire que je reçois des gens qui disent « Tabarnouche, moi, ce n'est pas mon métier, je ne fais pas ça dans la vie, puis je me rends compte que les échanges vont assez vite. » C'est sûr que l'idée, c'est de savoir l'essentiel, je dirais, comme le minimum pour fonctionner puis suivre les discussions. Bon, d'abord, il faut connaître les principales dispositions de votre régime. C'est quoi la rente, c'est quoi l'âge de retraite, c'est quoi l'indexation, c'est quoi la prestation de décès. Combien les employés mettent, combien l'employeur met, c'est quoi les modalités de financement. Okay? Maintenant, en gros, c'est quoi? J'ai combien de pourcentage en actions, en obligations, en placement alternatif, puis j'ai-tu une transition qui est prévue là-dedans? Puis au niveau de mon règlement intérieur, bien, c'est quoi les clauses principales? Combien de monde ça prend pour avoir quorum? Si jamais on ne s'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut que tu saches ça pas mal par cœur. Okay? Parce qu'à un moment donné, les discussions vont tellement vite que tu ne peux pas passer le nez passer ton temps dans ton cartable. Mais évidemment, c'est pas puis tout le monde, là, à un moment donné, on ne sait pas tout. Puis quand il y a un débat, souvent, les gens vont prendre leur documentation puis vont aller lire les documents appropriés. Bon, alors, pour chaque rencontre, OK, il faut que vous obteniez les documents à l'avance. OK? Ça aussi, là, OK, de vous faire mettre devant le fait accompli, le monde vous garoche ça. Vous avez le droit, comme membre de comité, de demander au moins une semaine d'avance les documents. Okay? Si le règlement intérieur ne le prévoit pas, faites-le prévoir. C'est utile à tout le monde, pas juste aux membres représentant les participants, aux membres représentant l'employeur, pour que vous preniez le temps de les analyser avant la rencontre et garder autant que possible l'historique de vos documents. Il faut que vous vous assuriez de bien comprendre les documents. Okay? Bon, je vous donne un exemple dans le municipal, là, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Là. Le municipal, ça a été l'enfer. Okay? Au niveau des lois, là, mettons la loi 15, là, qui était le projet de loi 3, là, il a fallu déposer une évaluation actuarielle pré-restructuration au 31 décembre 2013, des fois une pré-restructuration au 31 décembre 2014, des fois pour l'indexation des retraités, une pré-restructuration au 31 décembre 2015. Après ça, il y a eu toute la négo. On a tout redéfait ça. On a redéposé une post-restructuration au 31 décembre 2013, 2014, 2015. 6 évaluations, genre en dedans d'un an et demi, 2 ans. C'est la folie, là. OK? Fait que moi, tes membres que le comité, là, puis tu te fais le feeder en évaluation qui rentre, là. Puis à un moment donné, c'est comme, wow, là, time out, là. Pourquoi qu'on fait cette évaluation-là? Pourquoi je regarde ça? Pourquoi j'ai besoin encore d'en faire une? Puis il y a tout le temps une ou deux raisons. Puis ça se passe genre à 1 ou 2 pages, le résultat important. Les autres 50 pages, c'est bien utile de les lire, là, mais à un moment donné, ça joue à certains résultats clés. Donc, c'est toujours important de ne pas vous perdre dans tous ces documents-là, puis il en avoir pas mal, de toujours comprendre l'essentiel de pourquoi qu'on fait ça, pourquoi c'est quoi qu'on est en train de faire actuellement, là, puis qu'est-ce qui compte là-dedans. Également, ne vous gênez jamais pour poser des questions. OK? Il y a quelqu'un qui disait « les gens de l'employeur n'en savent pas plus que nous autres », c'est vrai. Okay? Oui, les fournisseurs de services, les gestionnaires, les actuaires, oui, ils en savent plus, mais à un moment donné, avec l'employeur, c'est pas vrai que c'est tous des spécialistes en régime de retraite puis que vous êtes les seuls à ne pas comprendre. N'hésitez jamais à poser des questions, puis dites-vous, je vais y aller avec le cliché, la question que vous avez posée, probablement que ça va aider quelqu'un d'autre qui était trop gêné pour la poser. Okay? Lorsque des documents amènent des résolutions ou des adoptions, acceptez pas tout cuit dans le bec. Okay? Dire, oh, ben c'est ça, c'est ça. Encouragez les débats. Avez-vous, il y a un pour, il y a un contre souvent. Des fois, il y a des décisions qui sont plus faciles à prendre que d'autres, mais moi, je vous dis de toujours encourager les débats. Puis, vous avez toujours des fournisseurs de services qui sont impliqués dans le processus actuaire, auditeur, gestionnaire. Puis, selon les circonstances, évidemment, ça peut être approprié de tenir le débat avec ou sans le fournisseur de services. Évidemment, quand on sent que l'actuaire n'est pas trop de notre bord, peut-être qu'on ne veut pas le garder avec nous autres quand on va échanger avec l'employeur. Mais mettons qu'on le sent plus de notre bord, bien, peut-être que si l'actuaire reste, ça va nous aider. Okay? Donc, il y a des calculs politiques à faire là-dedans. S'il y a une résolution qui est adoptée et qu'un membre est inconfortable,
il doit immédiatement manifester sa dissidence. Alors ça, c'est la loi. Ça arrive assez rarement. Là. Dans les faits, là, le monde n'est pas continuellement en train de manifester leur dissidence. Là. Puis de façon générale, comme les comités de retraite, ce n'est pas des endroits de négo, ça se passe quand même bien. C'est sûr que là, comme on dit, les comités n'étaient pas paritaires. Là, ils vont le devenir. Peut-être qu'il va y avoir des débats qui s'en viennent, mais de façon générale, ça brasse moins qu'une table de négo, un comité de retraite. Puis souvent, on a l'unanimité, tu sais. Mais ça peut arriver que des fois, c'est partagé. Et puis, là, quand une décision passe, il y a des gens qui peuvent être carrément inconfortables. Des fois, ils vont se rallier, mais des fois, ils vont dire « Non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Un placement que je ne veux pas faire, je trouve ça risqué, ça n'a pas d'allure. » Alors, moi, je manifeste ma dissidence. Alors, si tu ne fais pas ça, tu es considéré solidairement responsable de la décision. Donc, si le placement que je vous parlais tantôt, finalement, ce n'était pas une bonne idée, puis c'est une faillite, puis il y a des poursuites, bien, si tu n'as pas manifesté ta dissidence, tu vas être poursuivi aussi, okay? Parce que tu es solidairement responsable. Suite à la rencontre, il y a toujours des procès-verbaux. Alors ça, ce n'est pas des détails, ce n'est pas de la paperasse qu'on dit « Ah, le procès-verbal ». Il faut que tu corriges tout passage qui ne rapporte pas fidèlement ce que tu as dit. Parce que, comme dit l'adage juridique, ça peut être retenu contre vous plus tard. Okay? Ou, à un moment donné, tu relis les propos d'un membre, c'est pas ça qu'il a dit pantoute, puis ça pourrait nous nuire si ça reste, les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc, il faut intervenir au niveau du procès-verbal pour faire les corrections appropriées. Et le dernier point, c'est l'information. Donc, je vous disais que l'information est très importante. Il faut que vous continuez à vous tenir informés. Donc, oui, avoir les connaissances de base et universelles sur les régimes de retraite, mais tenez-vous au courant des nouveaux développements, parce que c'est souvent sur ça que les décisions portent. Donc, dans tous les domaines réglementaires, financement, investissement, gouvernance. Vous assistez aussi à des formations sur différents sujets, OK? Mais aussi dans différents milieux. Donc, on a des beaux séminaires de retraite à la FTQ, mais c'est le fun aussi des fois d'aller dans des choses un peu peut-être moins syndicales, OK? Voir un peu d'autres genres de milieux, comment que les gens peuvent penser. Ça fait juste de vous vous avez juste plus de connaissances. C'est juste, vous pouvez faire des interventions, je pense, plus crédibles en regardant ce qui se passe dans différents milieux. Voilà.